Bonjour et bienvenue à tous dans Demain à la Une, l'émission qui traite des sujets qui feront l'actualité de vos journaux la semaine prochaine. Nous commençons par les titres de cette édition. Après Astana, c'est à Genève que des négociations intrassyriennes vont reprendre le 23 février, tenues sous les auspices des Nations Unies. Cette réunion a pour but de trouver une solution politique à la crise en Syrie. Nous irons ensuite en Turquie où se tiendra lundi un nouveau procès. Près d'une cinquantaine de putschistes présumés à Mugla seront donc devant le tribunal. L'occasion de faire le point sur les répercussions politiques de la tentative de coup d'État du 15 juillet en Turquie. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie, ici avec moi au studio, Sophie Malibaud, la chef adjointe du service international. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous nous venez de RFI et nous avons aussi avec nous en direct de Moscou notre correspondant anglophone mais aussi francophone, Thomas Lowe. Bonjour, merci d'être avec nous Thomas. Bonjour. Je vais commencer donc avec vous, Sophie. Sur le terrain, un cessez-le-feu est en vigueur officiellement en Syrie depuis le 30 décembre. Mais aujourd'hui, l'opposition parle de plusieurs violations de ce cessez-le-feu qui sont quotidiennes aujourd'hui sur différentes provinces syriennes et qui compliquent peut-être d'ailleurs la chose concernant tous les pourparlers qui ont lieu un peu partout. Oui, violation quotidienne du cessez-le-feu, on peut le dire, aujourd'hui comme hier. Hier, l'attaque d'un hôpital, même à Dera, un hôpital soutenu par Handicap International. Des violations du cessez-le-feu, souvent du fait du régime, des forces loyalistes de Bachar el-Assad, mais également, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'entre qui est conclu ce cessez-le-feu, toutes les parties ne sont pas concernées, parce que, évidemment, l'organisation de l'État islamique n'est pas dans cet accord. De même que, en fait, les groupes qui sont fidèles à l'ancienne Al-Nosra, c'est-à-dire affiliés à Al-Qaïda, ils ne sont pas dans le cessez-le-feu et ils sont attaqués également aussi bien par les troupes de Bachar el-Assad que aussi même par les États-Unis et les forces russes également. Donc, en fait, pour les populations civiles, il y a encore énormément de violences. Sans compter les violences qui s'exercent également, et plus on va dans des négociations avec une partie de l'opposition, plus il y a des forces centrifuges qui font qu'il y a des violences, des combats entre groupes de l'opposition. Aussi. Voilà. Alors, le cessez-le-feu était justement à l'ordre du jour d'une autre réunion avant de parler de Genève. C'est la réunion qui a eu lieu à Astana, au Kazakhstan. Thomas, cette réunion est initiée par la Russie, par l'Iran, par la Turquie, dans une énième tentative de rapprochement entre le régime syrien d'un côté et les insurgés de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réunion ? Un des problèmes, c'est que l'opposition, à la base, est allée pour parler cessez-le-feu. Et ce qui tentait de faire la Russie, apparemment, c'est de le faire parler de le processus politique. Mais comme a dit la tête de l'opposition, de la délégation qui a été envoyée par l'opposition, tout simplement, il ne voulait pas être coincé, en fait. Il ne voulait pas être forcé de prendre une décision qu'ils allaient regretter plus tard. Oui, il préfère de toutes les manières, encore une fois, parler politique plutôt à Genève. Avant de revenir vers vous, Thomas, j'aimerais qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, qui lui réagit justement là-dessus et parle un peu du rôle que pourrait jouer la Russie. Je reviens juste après vers vous, Thomas. On l'écoute. Damas ne va pas considérer sérieusement ces négociations. C'est pourquoi nous avons besoin que la Russie soit un partenaire sérieux et exerce des pressions sur le régime. Le processus qui va reprendre, nous l'espérons, à Genève, doit avoir une base internationale solide. Je reviens donc vers vous, Thomas. Est-ce que la Russie peut jouer ce rôle? Est-ce que la Russie peut faire pression sur Bachar el-Assad pour aboutir à une solution politique à Genève? Il n'y a pas de doute que la Russie peut jouer ce rôle. On a déjà vu que c'est grâce à la pression qui a mis la Russie sur le régime syrien qu'ils sont venus à Astana les deux fois pour parler avec les opposants qu'ils traitent de terroristes. En fait, la Russie joue ce rôle et a envie de jouer ce rôle aussi, d'être en plein centre de tout ce qui est politique à l'égard de la Syrie, parce que, en fait,
c'est un aboutissement un peu de la politique de Vladimir Poutine, cette idée que la Russie devrait jouer un rôle central dans la politique internationale. Et donc, c'est exactement ça qu'on voit maintenant à Astana, et c'est ça qu'on va voir encore une fois à Genève. Sophie, Ahmad Ramadan, c'est un des responsables de la coalition de l'opposition syrienne en exil, a annoncé il y a quelques jours que les questions politiques ne seront pas discutées à Astana, mais plutôt à Genève. Et comme nous l'expliquait tout à l'heure Thomas, effectivement, l'idée était de garder toute la partie politique pour Genève. Quelles sont un peu les différences entre ce qui se passe à Astana et ce qui va se passer à Genève? Alors, il y a deux types de différences. Il y a d'abord les acteurs et les parrains d'Astana et les parrains de Genève, c'est pas la même chose. À Astana, c'est une troïka avec les Russes, les Turcs, les Iraniens, c'est-à-dire ceux qui sont du même bord sur le terrain en ce moment contre Daesh, mais aussi avec des agendas différents, parce que ce qu'on a vu là à Astana, c'est qu'il y a quand même un énorme clivage entre la position des Turcs et des Iraniens, parce que ça, c'est quand on regarde plus loin, parce que, je disais, la deuxième différence, c'est sur les objectifs. Oui. Il est bien clair qu'à Astana, l'objectif, il est le maintien et le prolongement du cessez-le-feu, une sorte de gel des positions des uns et des autres, ce qui est déjà difficile à obtenir, alors que réellement, ce qui doit se passer théoriquement à Genève, c'est un objectif politique. C'est la capacité de mettre en place une transition avec ou sans Bachar al-Assad. Oui. C'est bien le problème, mais c'est vraiment un objectif beaucoup plus, à terme, beaucoup plus lointain que le simple cessez-le-feu négocié à Astana. Mais alors justement, quelles sont les chances? Je veux dire, la grande différence, c'est que ce qui se passe à Genève, c'est sous l'égide des Nations Unies. Alors oui, justement. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, Genève a vraiment des chances d'aboutir à quelque chose? Parce que vous le dites bien, les questions politiques seront traitées à Genève, mais à la tête de ces questions-là, c'est le sort de Bachar al-Assad, et là-dessus, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Oui, mais Genève, ça peut être encore plusieurs étapes. On se doute bien que ça ne peut pas déboucher d'un coup d'un seul à cette occasion-là. Déjà, si on arrive à tenir la date de la semaine prochaine, le 23, ce sera déjà énorme. Si tous les acteurs arrivent à être présents, ce sera quand même un processus par étapes et on verra jusqu'où ils peuvent aller dans ce qui est prévu pour le sort de Bachar el-Assad. Ça dépend aussi de la façon dont les Russes et les Américains vont interagir. Ce qui est intéressant et ce qu'on vient d'apprendre cette semaine, déjà parce qu'il y avait énormément d'incertitudes. Si les Russes ont pris beaucoup d'initiatives dernièrement, notamment à Astana, c'est bien parce que les États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, depuis quelque temps, là, les États-Unis étaient quand même en retrait. On a appris cette semaine qu'ils étaient quand même bel et bien aux côtés des Occidentaux, des Européens et des pays du Golfe qui soutiennent une opposition modérée. Et donc, ils étaient pour la continuité de cette solution sous l'égide des Nations Unies, ce qui n'était pas encore évident. Alors, le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, répète, lui, depuis le début même de sa campagne électorale, que la Russie, pour lui, gère mieux le dossier syrien que ce qu'a fait Obama jusqu'ici, bien évidemment. Ça fait partie des points un peu qui ont été critiqués chez l'administration, la dernière administration par Donald Trump. Alors, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la position des États-Unis? Et est-ce que, et là, je m'adresse à Thomas, est-ce que effectivement aujourd'hui la Russie s'attend à jouer un rôle plus important avec un Donald Trump qui veut peut-être jouer un rôle moins important dans le dossier syrien? En fait, le problème en ce moment-là, c'est qu'on ne sait vraiment pas où se situe l'administration de Donald Trump. Pas que sur le dossier de la Syrie, d'ailleurs. Oui, mais c'est ça, exactement. Mais sur la Syrie, en fait, ça reste très peu clair. Et le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, il a bien dit l'autre jour, hier, il l'a répété aujourd'hui, que ce n'est pas question en ce moment-là que les États-Unis et la Russie peuvent travailler ensemble militairement. Et bien entendu, ça c'est très important sur le terrain, mais c'est très important sur le politique aussi, bien entendu. Sophie? Oui, parce que ce qui est capital, c'est que Bachar el-Assad, s'il fait partie d'un début de solution, s'il continue d'être quelque part au sein d'un organe de transition, ce qui est encore à voir, que pas du tout évident que les rebelles acceptent ça, il faudrait qu'il accepte de distinguer entre une opposition dite modérée
Et les rebelles extrémistes djihadistes du type État islamique et ex-Al-Nosra, Al-Qaïda. Pour l'instant, il met tout le monde dans le même sac. Et ce qu'on a bien vu d'ailleurs, c'est que, par exemple, pour ce qui est de la reprise de Raqqa, qui est la capitale, entre guillemets, un symbole très très fort aux mains de l'État islamique, il ne donne même pas, il l'a dit dans l'interview qui est sortie cette semaine, il n'y accorde même pas la priorité à ce que Raqqa soit reprise. Pour lui, il lui faut le contrôle d'absolument tout le territoire. Il veut et il le refuse absolument. Pour lui, tout opposant est un terroriste. Voilà. Et ce que pourraient faire les Russes, c'est de lui faire accepter l'existence d'une certaine opposition. Et si les Russes peuvent être très utiles, c'est sur cette histoire d'une carte de la reconnaissance d'un certain gel des positions, de certaines zones à présent aux mains des opposants, tandis que donc l'effort et la priorité seraient mis à combattre l'État islamique et Al-Qaïda. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Les Russes n'arrivent pas finalement ou alors ils ne font pas tout à fait ce qu'il faut pour que Bachar reconnaisse ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Sophie Malibu pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous Thomas Loh depuis Moscou aussi pour toutes vos lumières. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première partie de Demain à la Une. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie. À tout de suite.